Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Les fonctionnaires de retour dans la rue pour demander des hausses de rémunération. Le gouvernement les juge légitimes, mais ce dernier ne revient pas sur l'austérité salariale. Un nouvel âge de l'émancipation des femmes au travail, c'est ce que propose un rapport sénatorial contre la ségrégation professionnelle pour l'encadrement du temps partiel. Brigitte Gauthier-Morin, communiste, son auteur sera notre invitée. Les gaz de schiste de retour, un dossier toujours explosif que relancent deux parlementaires, un PS, un UMP, tous deux militants de techniques respectueuses de l'environnement qui restent à trouver. Débat ouvert dans le 19h ce soir entre l'écologiste Corinne Bouchoux et l'UMP Ladislas Poniatowski. Première grève des fonctionnaires du quinquennat. 3 syndicats ont donc appelé aujourd'hui les agents de la fonction publique à exprimer leur impatience. Le ministère de la fonction publique annonce il y a un instant un taux de grévistes inférieur à 7%. Reportage dans le cortège parisien. Jérôme Rabier avec Mathilde Bélanger. Ils sont venus de l'éducation nationale, des agences d'État comme Pôle emploi ou encore de l'hôpital public pour dire stop aux politiques d'austérité. Les fonctionnaires veulent un vrai changement et sont venus crier leurs revendications syndicales. C'est un moratoire immédiat sur toutes les suppressions d'emplois et des créations partout où il y en a besoin. C'est également l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat. C'est l'abrogation du jour de carence, mesure inique. Le changement a ouvert des espoirs et de l'impatience. Si le gouvernement veut réussir, il ne peut pas attendre 5 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut effectivement engager toutes les discussions nécessaires. Dans le cortège, de nombreuses revendications différentes en fonction du métier, comme ces animateurs inquiets de la réforme des rythmes scolaires. Le bien-être des enfants, c'est de ne pas travailler 5 jours, éventuellement le samedi matin. Et notre travail, nous, en tant qu'animateurs, est mis en cause. Nous ne savons pas à la rentrée qu'est-ce que nous devenons. Principale préoccupation des manifestants, le pouvoir d'achat en baisse des fonctionnaires. Leurs salaires sont en effet gelés depuis maintenant 3 ans. Nos salaires, ça va, ça suffit, ça fait longtemps qu'ils avancent pas, qu'ils bougent pas, qu'ils sont bloqués. Les points d'indice n'évoluent pas. Et on a des conditions de travail qui se dégradent, qui sont de plus en plus dures. Et on a l'impression que d'un gouvernement à l'autre, rien n'a changé. Un premier test à l'appel de 3 centrales syndicales pour engager le rapport de force avec le gouvernement. Le 7 février prochain, une réunion est prévue au ministère de la fonction publique pour évoquer la question des salaires. Les syndicats ont déjà prévenu, sans coup de pouce significatif, ils redescendront dans la rue. Et des manifestations similaires se sont déroulées aujourd'hui dans plus d'une centaine de villes. Le ministre du redressement productif réclame la relance des négociations pour sauver Goodyear à Amiens. Arnaud Montebourg veut, dit-il, ramener tout le monde autour de la table. Le fabricant de pneus a annoncé, comme prévu, la fermeture de son site dans la Somme. Plus de 1100 emplois sont en jeu. Mathilde Bélanger. C'est la seule option possible, estime la direction de Goodyear. En 2011, le site d'Amiens Nord a perdu à lui seul 61 millions d'euros. Avec sa fermeture, 1173 postes sont voués à disparaître. C'est une décision d'autant plus regrettable dans le sens où des solutions auraient pu être trouvées. Depuis 5 ans, nous avons travaillé de manière acharnée afin de trouver des solutions. En 2008, en effet, un premier plan social de 800 salariés avait été annoncé avant d'être annulé par la justice. Depuis, des négociations de reprise par le groupe américain Titan ont eu lieu sans résultat. En septembre dernier, un nouveau plan de départ volontaire est annulé. Direction et syndicats se renvoient la responsabilité de l'échec des négociations. Depuis le début, nous avions raison, le plan Titan n'a jamais existé, premièrement. Deuxièmement, la direction confirme ce qui était annoncé par le journal Le Monde. Elle a un projet de vouloir fermer le site d'Amiens Nord et de réduire les volumes d'emplois, y compris dans d'autres sites en Europe. Hier, Arnaud Montebourg estimait possible d'éviter le pire pour Goodyear. Le ministre du redressement productif dit avoir pris contact avec Titan pour tenter de réactiver le plan de reprise de l'usine. La lente montée en puissance des emplois d'avenir réservés aux jeunes peu qualifiés, le gouvernement en a prévu 100 000 en un an comme réponse au marasme de l'emploi, mais le rythme des signatures devra s'accélérer pour atteindre cet objectif. Reportage à Bondy, en Seine-Saint-Denis, de Cécile Sixou. À la mission locale de Bondy, depuis 3 mois en coulisses, on s'active pour concrétiser des emplois d'avenir. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça s'est passé ce matin, l'information ? Ouais. La réunion avec les associations.
Première étape, trouver des employeurs, associations et collectivités sont concernées, mais sur le terrain, Samir Harish, le directeur de l'établissement, est confronté à des contraintes inattendues, notamment avec les associations. Il y a quelques éléments qui sont quand même fondamentaux dans la mesure. Le tutorat. Donc l'association doit avoir au moins un employé pour pouvoir assurer cette mission de tutorat. Il faut aussi se projeter sur une période assez longue, puisque c'est 3 ans. En revanche, la communauté d'agglomération de Bondy s'est-elle engagée à signer 52 contrats. Mais selon Sylvie Badou, responsable de l'emploi, les démarches restent complexes. Ce qui a été long, c'est d'avoir la circulaire et toutes les données. C'est-à-dire quand je suis allée chez le préfet au mois de décembre, on ne savait pas encore comment se passait la formation, si on allait avoir des crédits. En plus de ne pas savoir qui va payer la formation, elle a dû promettre 60 € de prime pour attirer les tuteurs. Là, vous avez les premiers curriculum vitae des jeunes. Les CV affluent déjà. Elle sait que certains n'ont jamais travaillé dans une entreprise, mais elle ne compte pas leur fermer la porte. Le Sénat ouvrira le dossier du mariage gay à partir de mardi avec des auditions publiques dans un premier temps organisées par la Commission des lois. Le rapporteur du texte, si âprement débattu à l'Assemblée nationale, sera au Sénat le socialiste Jean-Pierre Michel. Les débats s'annoncent agités puisque ce dernier se déclare sur publicsénat.fr en faveur des mères porteuses, à terme, précise-t-il, et pour tous les couples hétéros comme homosexuels. Paris ne donne pas de précision sur l'étape suivante au Mali après la prise de la ville de Kidal qui a été précédée, a-t-on appris, de frappes aériennes importantes, notamment dans le nord de cette ville. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, reste vague sur une éventuelle offensive terrestre désormais, donc plus au nord, mais il met en avant les forces maliennes et africaines pour l'étape à venir. Mobilisation pour un journaliste français emprisonné en Irak. Nadir Dandoun a été arrêté par la police irakienne pour avoir pris des photos sans autorisation à Bagdad. Il est détenu depuis 9 jours maintenant. Le débat sur l'exploitation des gaz de schiste relancé par des parlementaires de droite et de gauche à l'initiative du Sénat. De nouvelles techniques, en effet, vont être explorées pour trouver une alternative à la fracturation hydraulique, néfaste, on le sait, à l'environnement et interdite d'ailleurs en France. Fabrice Cunet. Existe-t-il une alternative à la très controversée fracturation hydraulique? C'est notamment à cette question que devront répondre les parlementaires de la mission d'études lancée ce matin. Si une méthode crédible écologiquement est trouvée, l'objectif serait alors de lever l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation des gaz de schiste en France. Nos rapporteurs vont aller faire beaucoup d'auditions, aller à l'étranger, aux États-Unis, au Canada et ailleurs pour voir un peu ce qui s'y passe, parce qu'il se passe des choses. Cette technique évolue et par conséquent, je suis certain que leur rapport enrichira le débat. La mission s'appuie sur un chiffre pour motiver ses travaux. 61 milliards d'euros, la facture énergétique de la France en 2012. Si nous voulons continuer, parce que nous avons besoin à utiliser du gaz, est-ce qu'il faut l'acheter à un prix élevé à l'étranger, ou est-ce que nous utilisons celui dont nous disposerions pour le cas où il est prouvé que l'on en est? De nombreux groupes sont sur les rangs en cas de modification de la loi à terme. Les enjeux économiques sont énormes, mais les parlementaires réfutent toute pression des lobbies du secteur. Je ne sais pas qui va exploiter ces ressources, franchement. On ne sait pas. Pour l'instant, on est dans une phase d'exploration et ce qu'on peut espérer, c'est que le sous-sol français puisse livrer toute sa richesse. Les travaux de la mission doivent durer 6 mois, mais un rapport d'étape interviendra en avril. L'idée pesait sur le débat autour de la transition énergétique programmée au printemps. Le débat donc sur ce plateau avec nous, je le disais, je vous les ai présentés. Corinne Bouchoux, bonsoir. Vous êtes sénatrice du groupe écologiste et élue du Maine-et-Loire. Et en face de vous, Ladislas Poniatowski, bonsoir, sénateur UMP de l'Eure. Alors il y a deux façons évidemment de parler des gaz de schiste, soit comme d'une catastrophe écologique, notamment pour les nappes phréatiques. Et là, on nous renvoie bien sûr à ce qui se passe aux États-Unis, soit comme un miracle avec une richesse fantastique qui dormirait sous nos pieds. Alors, les opposants, bien sûr, se focalisent sur la fracturation hydraulique qui est interdite en France. Madame Bouchoux, est-ce qu'il faut pour autant renoncer à toute recherche d'autres techniques?
Alors, je voudrais d'abord parler travail parlementaire puisque nous sommes au Sénat et signaler bien évidemment que les deux écologistes qui font partie de l'Office n'ont pas validé ce rapport. Dont vous-même. Voilà, dont moi-même. Donc c'est peut-être l'unanimité des votants, mais en tout cas pas l'unanimité de l'Office. Alors ça peut sembler un détail, ça n'en est pas un, puisque Denis Baupin et moi-même sommes résolument opposés à ce travail. Nous l'avons signalé en novembre lorsque la Commission des affaires économiques avait déjà sollicité ce travail et nous persistons. Et deuxième point de méthode parlementaire, j'ai beaucoup de respect pour l'Office qui produit un travail remarquable et j'y siège personnellement depuis 1 an. Ce que j'aimerais, puisque malheureusement maintenant ce travail est inévitable, c'est que les conditions dans lesquelles nous pourrons le consulter soient autres que ce que j'ai constaté depuis 1 an. Ah bon ? C'est-à-dire qu'on nous donne les rapports en séance, nous devons les feuilleter et faire nos remarques aux collègues. Et donc ce que je demande, c'est qu'à l'instar de ce qui se passe pour les commissions d'enquête, nous ayons le temps, la semaine qui précède la validation de ce rapport, dans une salle, si on ne veut pas qu'il y ait d'éventuelles fuites, ce que nous ne ferions pas, que nous puissions, Denis Baupin et moi-même, passer le temps qu'il faudra pour pouvoir contrer pied à pied chaque argument au plan scientifique. La meilleure n'aurait pas été que vous fassiez partie de cette commission, là, comme vous auriez été aux premières loges. On n'aurait rien pu vous cacher. Alors écoutez, étant résolument opposé à cette technique, je comprends que les collègues n'aient pas souhaité nous y associer. On constate que c'est un collègue UMP dont on connaît depuis longtemps, il est constant la position favorable au gaz de schiste, et un socialiste qui vont faire ce travail. Effectivement, je ne peux que constater, alors que soit Denis Baupin ou moi-même aurions pu, de par nos formations, nous aurions pu apporter un éclairage un petit peu différent. C'est un autre parti pris. Et donc ce que je demande, et c'est très important, c'est que nous ayons, une fois que ce rapport sera visible, que nous ayons le temps pendant plusieurs jours de le consulter pour pouvoir avoir un débat contradictoire. Je rappelle que nous sommes 2, alors que la composition de l'Office est de 36. Donc je réponds à votre question, on a compris votre double position, vous êtes contre le principe qui était édicté donc d'une étude éventuelle de nouvelles techniques. Ladislas Poniatowski, vous défendez la position contraire. Oui, parce que je pense que c'est une erreur d'avoir fermé la porte à clé concernant les gaz de schiste. On l'a fermé en 2 temps. Il y a la loi que nous avions votée en juillet 2011. Il y a eu un vote. Enfin, personnellement, je ne l'ai pas voté, j'étais contre. Mais c'est vrai, des élus et de droite et de gauche ont voté pour que l'on n'exploite pas, notamment là, il y a eu un consensus, en Ile-de-France, dans le sud de la France, en Drôme, contre la fracturation hydraulique. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder plus loin ? Justement, moi je trouve que ce qui s'est passé à l'Office parlementaire est une bonne chose, mais il faut même aller plus loin. Parce qu'on a fermé doublement la porte. Rappelez-vous, le président de la République en septembre dernier a dit non seulement qu'il ne fallait pas exploiter, mais a dit qu'il ne fallait même pas explorer. Qu'est-ce que ça veut dire explorer? Ça veut dire aller voir. J'ai entendu le chef de l'État dire qu'il était quand même ouvert aux techniques respectueuses. Non, la recherche de techniques. C'est ce qui s'est passé. Non, mais il a fermé la porte pour l'exploration. L'exploration, c'est quoi? C'est aller voir si on en a. Déjà, regardez ce qui s'est passé en Pologne. Au début, on pensait qu'on en avait beaucoup. C'était devait être le premier pays en ressources de gaz de schiste en Europe, la Pologne. La seconde devrait être la France. On n'en sait rien. Si nous n'allons pas voir ce qu'il y a dans notre sous-sol, je veux dire, arrêtons de éventuellement polémiquer là-dessus. Donc, ce que j'aurais aimé, pour vous, ce serait qu'il n'y en ait pas sous nos pieds, finalement. Alors, il faut aller voir pour ça. Il faut aller voir. Alors, nous sommes... Mais ça n'a pas été l'objet du débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est simplement de la recherche d'autres technologies. Voilà. On y arrive. Alors, nous sommes radicalement opposés à cette posture, mais c'est vrai que là, nous avons un désaccord très profond. C'est-à-dire que nous considérons, et ça, c'est une vision de la crise actuelle, que la crise n'est pas une grippette, n'est pas quelque chose de conjoncturel. C'est-à-dire que notre modèle économique ne fonctionne plus. Et évidemment, la logique qui consiste à aller voir le gaz de schiste, c'est la logique des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'on continue l'addiction au pétrole. Et forcément, je dirais, ce type de recherche va dans le mauvais sens, selon nous. Ça donne un très mauvais signal que d'envisager... C'est vrai qu'on est en contradiction, évidemment, mais en même temps, on va continuer à acheter du pétrole à l'étranger. Écoutez, c'est surtout pas une raison pour continuer à aller dans le sens des énergies fossiles. Donc nous plaidons pour autre chose, nous plaidons pour la transition énergétique, et je suis, je l'avoue, à titre personnel, un petit peu perplexe de cette méthode du crabe où on avance, on recule, on avance. Et donc moi j'ai en tout cas eu des assurances jusqu'à ce que ce soit démenti
de Delphine Batho, qui en tout cas à sa connaissance a constaté qu'il n'y avait pas de choses nouvelles. Alors que nos collègues aient envie de passer 6 mois et d'aller voir aux États-Unis comment ça fonctionne, eh bien écoutez, qu'ils le fassent. Simplement, moi je dois dire, venant d'un département agricole et où je suis en contact avec les producteurs agricoles, que le monde rural est très inquiet de cette perspective. Je veux dire, on a déjà un problème massif avec les pesticides. Tous les élus locaux, d'ailleurs, on peut le dire, dans les régions concernées, me semble-t-il, hein, quelle que soit leur couleur politique. Ce n'est pas lié à la couleur politique, c'est lié au bon sens politique. Alors, le bon sens politique, Ladislas Poniatowski, qu'est-ce que vous lui opposez? C'est aussi le bon sens politique, c'est le bon sens économique. Il ne faut pas oublier que nous sommes totalement dépendants de l'étranger et pour le pétrole et pour le gaz. Nous n'en avions plus de gaz. On en a eu dans le temps à Lac. Peut-être avons-nous la chance d'en avoir. Allons regarder avant de polémiquer, de se battre. Et c'est là où je regrette qu'on n'aille pas plus loin que ce que propose l'Office parlementaire d'évaluation. Ce qui a été proposé ce matin est vraiment très bien. C'est-à-dire de voir s'il n'y a pas des techniques respectueuses de l'environnement. Absolument. Tout le monde est d'accord pour dire que la fracturation hydraulique, on ne veut pas en entendre parler, c'est dépassé. Disons qu'une partie de cette fracturation hydraulique n'est pas bonne parce qu'elle associe à beaucoup d'eau des produits chimiques et effectivement ça peut avoir une répercussion sur nos sous-sols. Les nappes phréatiques sont polluées. Non mais il faut les voir. Non, toi, ne parles pas de nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, elles sont à 100, 200 mètres. Là, on va à 3000, 4000 mètres. Le problème n'est pas le même. Non, attendez, ne mélangeons pas tout. Non, on ne touche pas à la phréatique du tout. Non, mais par contre, allons voir ce qui se passe aux États-Unis, au Canada. Ils ont cette fracturation au propane. Moi, ça m'intéresse de savoir. Je regrette beaucoup de ne pas faire partie de l'office parlementaire. J'aurais été ravi d'aller voir. Et je pense comment ça se passe avec le propane? Eh bien, justement, on n'utilise pas d'eau, on n'utilise pas de produits chimiques. C'est un produit qui est gazeux, que l'on récupère sous forme liquide et que l'on récupère en totalité après, qui ne reste pas dans le sous-sol. Donc c'est très intéressant. Allons voir comment ça fonctionne, allons voir les répercussions environnementaux et à la surface et en sous-sol. Et c'est là on ne peut pas fermer la porte. On ne peut pas dire circuler, il n'y a rien à voir quand il y a une véritable opportunité et quand on a des vrais besoins. Regardez le prix du gaz. Il a failli diminuer le 1er février et hop, hier soir, on a annoncé qu'il allait augmenter encore de 5%. Autrement dit, nous sommes dépendants, et pour la ressource elle-même, nous sommes dépendants pour les prix. Donc soyons un petit peu intelligents économiquement. Allons voir, aux États-Unis, les entreprises paient le gaz 30 à 35% moins cher qu'en France. Donc c'est un gain de productivité énorme. Mais bien sûr, ce sont les entreprises européennes et même françaises, chimiques, qui vont s'installer aux États-Unis à côté des lieux de prospection de gaz de schiste pour payer beaucoup moins cher les produits. Il faut être un petit peu lucide, il faut tenir compte de ce qui se passe. C'est là où je dis alors là, il y a deux logiques la réalité. Madame Bouchou, là, vous n'entendez pas ce discours. Je l'entends, c'est le discours du siècle passé. Moi, en venant ici, toutes les personnes que j'ai croisées dans le bus et avec qui j'ai pu parler des gaz de schiste s'y intéressent. Et je pense aussi qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème lié à l'environnement, où nous, notre position est tout à fait claire et résolue. Nous y sommes opposés totalement. Et excusez-moi, il y a aujourd'hui, et là vous faites fi de cela, on a fait fi de cela à propos du nucléaire pendant longtemps, de l'acceptabilité sociale. Si ça n'est pas accepté des populations, et elles ont raison de s'y opposer, vous ne ferez rien. Et moi, je le répète, j'aurais préféré que l'Office, ce matin, ait fait le choix de quelque chose de réellement lié à la transition énergétique, parce que nous aurions été en phase avec le calendrier gouvernemental, qui, effectivement, a mis en place un groupe là-dessus. Donc, je pense que c'est à la fois baroque, exotique et dommage. Vous allez passer beaucoup de temps, d'énergie, parce que c'est souvent des travaux de qualité que font l'Office. Et moi, je dis que le faire dans l'entre-soi, avec deux personnes qui sont aussi convaincues sur le nucléaire que sur les gaz de schiste, votre travail, je dirais, il va dans un seul sens. Donc nous, avec mon collègue Denis Baupin, nous mettrons tout en œuvre et tous nos relais scientifiques. On va faire un travail scientifique et pas à pas, nous montrerons que ce que vous n'allez pas y voir ce qui se passe aux États-Unis. Alors, nous avons des réseaux, bien sûr, nous travaillons avec Greenpeace et toutes des associations extrêmement sérieuses. Moi, je peux vous dire que les retours... cette fracturation au propane, vous en avez entendu parler? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça n'est pas mieux accepté. Et je dirais, en termes de bilan carbone, c'est aussi surréaliste. Nous ne voulons pas de cette société
fait. Et je le répète, allez voir vos électeurs en milieu rural, je l'ai fait, ils y sont opposés. Et vous allez l'imposer à qui? On ne peut pas dire qu'on va être une puissance agricole, qu'on va être un pays de l'avenir en ayant des visions qui, je m'excuse, relèvent du siècle passé. C'était excellent il y a 50 ans. Et peut-être qu'il y a 50 ans, j'aurais trouvé que c'était une bonne idée. Je suis désolée, on est en 2013, je pense qu'il faut regarder devant. Il y a d'autres formes d'énergie et moi je suis pour qu'on sorte de l'addiction au pétrole. Alors peut-être qu'il y a aussi un effet culturel, générationnel. Il n'y a pas que les écologistes qui pensent comme ça. Vous le savez bien, il y a aussi quelques élus à l'UMP qui partagent ces doutes pour des raisons diverses liées à leur implantation, liées à leur formation locale, évidemment. Ça n'est pas un clivage droite-gauche, ça n'est pas un clivage écologiste-non écologiste, c'est un clivage d'une vision de la société de ne pas refaire un remake de l'addiction pétrole. Voilà, je dis non à l'addiction pétrole, c'est une question de cohérence. Et moi, je fais quand même confiance au gouvernement. Vous souffrez d'addiction au pétrole? Si jamais il y a du pétrole offshore au large de la Guyane, j'espère bien que nous aurons l'intelligence d'aller voir ce que nous avons, la quantité de pétrole qu'il y a, et j'espère bien que nous nous lancerons et dans l'exploration et dans l'exploitation. Ce serait vraiment une erreur de tourner. Mais je reviens sur un point. On va s'arrêter là, même si le débat est passionnant. Par les populations, c'est très important, je suis tout à fait d'accord. On va entamer un débat dans très peu de temps sur le code minier. Il est évident que dans le code minier français, il va falloir introduire un volet où l'on tiendra beaucoup plus compte à la fois des élus, des populations, là où il y a des projets. Mais l'acceptabilité, c'est un problème en permanence pour tout. Dès que nous ouvrons une décharge sur nos territoires, dès qu'il y a un tracé de TGV, il y a un problème d'acceptabilité. Donc il faut en tenir compte, il faut travailler avec, il faut écouter ceux qui sont sur le terrain, c'est évident, quelle que soit l'activité. Dossier que l'on va suivre, on aura l'occasion d'en débattre encore. Évidemment. Vous reviendrez, hein, bien sûr, bien sûr. Vous êtes toujours prête pour venir, évidemment, défendre vos positions. Merci en tous les cas et merci à tous les deux. On parle maintenant d'un rapport sénatorial qui propose pas moins un nouvel âge de l'émancipation des femmes au travail. Ségrégation professionnelle, temps partiel subi sont au nombre des correctifs à apporter, selon Brigitte Gontier-Morin, qui est notre invitée. Mais d'abord, on voit un petit peu les principales propositions de ce rapport avec Marie Brémaud. Les inégalités salariales entre hommes et femmes, éternelle rengaine, toujours d'actualité. Mais cette année, la délégation aux droits des femmes a décidé de s'intéresser au temps partiel subi, nouveau fléau dans la précarisation du travail féminin. Le temps partiel concerne à 82% des femmes, soit 3 700 000 Françaises, soit un tiers de l'emploi féminin. En 30 ans, le temps partiel a considérablement augmenté, il a plus que doublé. Une situation alarmante pour les sénateurs qui n'hésitent pas aujourd'hui à affirmer que la situation des femmes au travail ces 30 dernières années a stagné, voire même régressé. C'est pourquoi la délégation au Sénat propose de nombreuses recommandations, parmi lesquelles l'instauration d'une durée minimum légale de travail, afin d'éviter des journées de travail en miettes, ultra fractionnées comme c'est trop souvent le cas dans la grande distribution ou pour les femmes de ménage qui nettoient les bureaux. Autre proposition, que tous les temps partiels, même les plus petits, garantissent l'accès aux droits sociaux. 26 recommandations au total afin que l'égalité avance dans les esprits, mais surtout dans la réalité du quotidien. Avec nous, donc, Madame Gontier-Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice communiste des Hauts-de-Seine. Alors, on parle de recommandations dans ce rapport. J'ai entendu des revendications, moi. Mais d'abord, j'aimerais vous entendre sur l'idée de cette émancipation. Que vous voulez un nouvel âge de l'émancipation, ce qui nous ramène, je sais pas, au début de la libération de la femme par le travail. Tout à fait. Vous savez que les femmes, en réalité, ont toujours travaillé, mais ce n'est que vers les années 1960 qu'elles ont accédé au travail salarié. Et cet accès a été facteur d'un puissant mouvement d'émancipation. En même temps, ce mouvement est resté dominé par un rapport de sexe qui perdurait. Un ordre sexué, disons-nous, dans le rapport. Voilà. De quelle manière? Alors, c'est très simple. Il se manifeste par l'inégalité salariale, mais d'autres choses encore. Oui, nous avons fait 3 constats, 3 caractéristiques. D'abord, les femmes n'accèdent pas à toutes les familles de travail, de profession, puisqu'elles n'accèdent environ qu'à 12 sur plus de 80. Elles restent dominées par ce que l'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire qu'il y a davantage de femmes qui accèdent aux hauts postes de responsabilité dans les grandes entreprises, mais tout de même moins de 20%, aux alentours de 17%, même si, y compris, ce sont dans des conditions salariales moins favorables que les hommes. Mais à l'autre bout de la chaîne, il y a cette cohorte de femmes
précaires, vous l'avez dit, captive par le temps partiel et qui génère une population de femmes très très pauvres et en grande précarité. Donc, qui ont beaucoup de courage parce qu'elles acceptent des horaires décalés, on en a cité voilà, quelques-unes. donc nous mettons en avant cette notion de bipolarisation du travail féminin. D'un côté, une certaine avancée parce qu'on sait que les femmes réussissent mieux à l'école que les hommes, mais en même temps elles sont cantonnées dans des professions et donc avant dans des orientations de l'éducation qui ne permettent pas d'avancer dans l'éventail des professions. Alors les mots ne vous font pas peur, parce que vous parlez de ségrégation. Oui, mais il faut le constater, la réalité des situations sur le terrain. Vous savez, moi je suis sénatrice des Hauts-de-Seine et dans les Hauts-de-Seine, il y a un site qui s'appelle La Défense. Et bien sur ce site, vous avez les grandes entreprises du CAC 40 avec un luxe et une richesse insolente. Et vous avez le matin, à 5 heures du matin, des femmes qui viennent travailler 1 heure, 2 heures, qui sont obligées de repartir ou de ne pas repartir parce qu'il y a un coût des transports et quelquefois de revenir le soir. Pour des salaires de misère, des conditions de travail, bien sûr, que je ne vous décris pas et que vous imaginez. Et ce sont ces femmes-là, d'ailleurs très très bien décrites par le livre de Florence Aubenas, qui nous ont émus et sur lesquelles je crois il faut se pencher. Ménage, hein, alors, si vous voulez, il y a une autre caractéristique à cette précarité, c'est que les femmes traditionnellement, et ça c'est à l'origine du rôle qu'on veut leur imposer quasi naturellement, je dirais, cantonnées dans des tâches et dans des métiers en découlant qui relèvent d'une orientation qui serait prédisposée des tâches. Voilà, donc les services, l'enfance, la petite enfance, etc. Alors il y a une idée simple, effectivement, qui consisterait à imposer une durée minimum de travail par jour, par exemple, pour éviter ce travail fractionné. Oui. C'est ce que vous proposez? Oui, on propose de regarder comment on peut casser, déconstruire ce travail fractionné. Et si vous le permettez, puisque je suis à votre antenne, je crois qu'il va falloir que nous soyons très 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 attentifs les uns et les autres aux éléments législatifs qui doivent découler dans quelques semaines de l'article 11 vous savez, de l'accord qui a été signé entre le patronat, le MEDEF et des organisations syndicales. Alors oui, alors vous le combattez cet accord sur la sécurisation de l'emploi globalement. Mais là, vous attirez l'attention sur quoi précisément? À la fois, si vous voulez, il veut mettre des bornes à ce travail partiel, à ce travail séquencé, fragmenté, mais en même temps, en renvoyant la négociation aux branches, il ouvre la possibilité, parce que c'est déjà le cas, à des dérogations qui évidemment vont jouer contre l'accord qui a été signé. Vous avez trouvé là de nouveaux arguments pour rejeter cet accord sur l'emploi qui a été conclu entre le patronat et une partie des syndicats. Pas le rejeter, mais vraiment appeler à vraiment se saisir des problématiques de conditions de travail que subissent ces femmes. Qu'est-ce qui vous a le plus ému? Si vous le permettez, je veux rajouter quelque chose. C'est que le rapport s'est aussi penché sur la pénibilité invisible des métiers qu'occupent aujourd'hui les femmes et nous formulons un certain nombre de revendications. Par exemple aussi. Eh bien, par exemple, oui, des revendications, vous avez bien dit là. Oui, vous n'avez quasiment pas de statistiques genrées qui font la part à l'identification de la pénibilité de ces métiers et nous voudrions qu'on s'y attache par l'introduction de nouveaux indicateurs, tout simplement. Voilà. Bien. Qu'est-ce qui vous a le plus ému, le plus indigné, le plus surpris dans tout ce que vous avez entendu lors de vos auditions? C'est la confirmation de ce que nous pensions, à la fois cette bipolarisation et le fait que cette bipolarisation, ce non-accès des femmes à des postes de responsabilité ou cette différence de traitement n'est pas liée qu'à des professions dans des métiers de service. Nous avons entendu des professions juridiques, nous avons entendu des médecins qui nous ont indiqué, mais aussi des femmes qui travaillent dans la culture, qui nous ont indiqué qu'elles connaissaient évidemment les mêmes problématiques sur lesquelles il était urgent d'agir. C'est pas simplement une revendication féministe. Il s'agit aujourd'hui, pour l'efficacité de la société, de reconnaître la place des femmes. Et on sait que cela aura un effet positif sur je vous donne un chiffre. La productivité d'un pays et sa richesse, comme ça a été récemment démontré. Je vous donne un chiffre.
produire l'égalité salariale professionnelle entre les hommes et les femmes, c'est 52 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses de la sécurité sociale. Merci Brigitte Gontier-Morin. Donc votre rapport Femmes et Travail, agir pour un nouvel âge de l'émancipation. C'est la fin de ce journal de 19h. À 22h, Sonia Mabrouk sur Public Sénat. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bien la suite des programmes, ce sera Génération République et il sera question de laïcité. Bonsoir à tous, à très vite. En quelques années, Bordeaux a redécouvert le tramway et la Garonne. C'est un lieu chargé d'histoire, les quais de Bordeaux. Ce miroir d'eau commence à avoir la célébrité aussi. C'est le signe qu'on a aussi fait une croix sur une partie de notre passé. Quel est l'impact de ces grands travaux sur les habitants et l'économie? Réponse dans ce nouveau numéro de Attention Grands Travaux, ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.